Je suis président de la Ligue panafricaine Umoja. La Ligue panafricaine Umoja est une organisation politique panafricaniste qui est donc implantée sur le continent africain dans plusieurs pays. Je suis donc avec Hamzat Boukari à côté, qui est secrétaire général. La Ligue panafricaine Umoja a pour objectif en fait de mener le combat du panafricanisme politique sur le terrain africain, c'est-à-dire de faire de telle manière que les panafricanistes rejoignent le champ politique, puisque, comme vous le savez, le panafricanisme en tant qu'idéologie a des objectifs politiques bien précis, en particulier les États-Unis d'Afrique, mais qui dit États-Unis d'Afrique, ça veut dire que diplomatie commune, monnaie commune, défense commune, et notamment la reconquête de la souveraineté africaine. Or, toutes ces choses-là sont éminemment politiques. Donc, les panafricanistes sont en dehors du champ politique, mais ils demandent ces choses-là. Il y a quelque chose d'incohérent dans leur démarche. Normalement, pour arriver à ces choses-là, ce sont les panafricanistes qui auraient dû aujourd'hui animer la vie politique africaine, puisque leurs objectifs sont politiques. Or, ils sont absents du champ politique, mais ils réclament ces choses-là. Et donc, nous avons considéré qu'il fallait travailler à ce qu'à côté de tous les combats panafricanistes, notamment sur le plan historique, sur le plan culturel, qui se fait déjà très bien, hein, entre autres, hein, les panafricanistes donnent la voix sur ces plans-là, mais sur le plan politique, ils sont absents. Or, on ne peut pas atteindre les États-Unis d'Afrique, on ne peut pas avoir une défense commune, on ne peut pas avoir une diplomatie commune si nous ne sommes pas dans le champ politique. Donc c'est pourquoi nous pensons que à côté de tous ces combats, il faut travailler à ce que les panafricanistes reviennent au champ politique. Donc je ne suis pas en train d'émettre ici un souhait, quoi que ce soit. Nous sommes déjà dans l'action, puisque nous sommes déjà en train d'installer nos sections sur le continent africain pour que dans chaque territoire africain, le panafricanisme soit agissant sur le plan politique. Voilà, donc ça c'est un point très important que je voulais soulever. Maintenant, par rapport à la question du passeport, nous sommes concernés au premier chef, puisque quand l'Union africaine déclare, en fait, par le biais de la commission, Madame Zuma, et le président Déby, qui est le président du Tchad, président en exercice de l'UA, donc c'était au Rwanda, il me semble, qu'il y a un passeport africain qui sera, en tout cas, délivré aux Africains. Pour nous, c'est à la fois c'est ce que nous recherchons, puisque la question des États-Unis d'Afrique posera la question de la citoyenneté des Africains. Puisqu'un passeport, ce n'est pas juste un document pour se déplacer. Est-ce que les détenteurs de ce passeport aujourd'hui auront le droit de vote dans tous les pays africains? Parce que qu'est-ce que ça veut dire un passeport si il n'y a pas les droits civiques et civils ne sont pas associés avec? Il y a des contradictions. Donc, ces pays africains qui sont membres de l'Union africaine, ils ont des constitutions qui excluent d'autres Africains dans certains pays africains. Donc, dire qu'on va sortir un passeport africain, alors qu'il y a des constitutions qui interdisent aux Africains, par exemple, de deux pays contigus, de ne pas exercer la citoyenneté civile, ne serait-ce que civile, dans l'autre pays. Il y a certaines guerres aujourd'hui qui sont alimentées, pour masquer un peu le fond néocolonialiste, alimenté par ça. Donc, nous considérons qu'il y a tant de contradictions de la part de ces dirigeants qu'il ne faut pas laisser ce problème comme ça, parce que ça contribue, en fait, à galvauder le panafricanisme. Puisque, à côté de ça, ceux qui ne sont pas assez avertis sur ces questions-là, y accordent de l'intérêt. Et après, demain, ils développent des discours comme quoi le panafricanisme ne marche pas, on avait mis en place un passeport africain, et ainsi de suite. Nous considérons, par exemple, que M. Déby, comme M. Sassou, ne sont pas des panafricanistes. On ne peut pas être panafricaniste en ayant des politiques discriminatoires entre les Africains sur la question de l'identité dans un même territoire. Déjà, on ne peut pas être panafricaniste en bradant la souveraineté en matière des ressources et autres et tout à l'extérieur. On ne peut pas être panafricaniste en hébergeant des bases militaires étrangères dans son propre pays. On ne peut pas être panafricaniste en n'ayant pas la souveraineté monétaire. Donc, toutes ces choses si logiques ne sont pas réglées. En même temps, on nous sort un passeport africain comme des effets déclamatoires. Le pire, c'est que les panafricanistes eux-mêmes reprennent ces discours-là pour dire « Ah, voilà, un discours courageux, et ainsi de suite ». Mais ça traduit aussi l'absence d'engagement politique des panafricanistes eux-mêmes, qui en fait veulent arriver aux objectifs du panafricanisme par procuration, c'est-à-dire qu'ils veulent laisser ça aux autres,
Et après, ils vont crier que M. Déby les a trahis. Non, M. Déby n'a pas trahi. M. Déby ne fait que ce qu'il doit faire, c'est-à-dire la diversion, galvauder le panafricanisme pour se donner un certain rôle sur le plan international. D'ailleurs, l'UA, si vous remarquez bien, c'est même la seule scène internationale où ces chefs d'État peuvent venir dire qu'ils font, ou bien qu'ils existent sur le plan international. En dehors de l'UA, quand ils vont à l'ONU, ils sont toujours un peu sous, comment on appelle ça, domination des puissances pour lesquelles ils sont installés dans leur pays. Donc, c'est pour ça que cette question du passeport, je le pose là, aujourd'hui, en disant, nous sommes d'accord avec le passeport africain, mais c'est un combat politique. Il ne faut pas le prendre comme quelque chose de simplement... Parce que qui dit passeport, ça va au-delà d'un simple document de circulation. Le passeport, derrière, il y a une identité. J'imagine que les personnes de la diaspora à qui on délivrera les passeports, la prochaine étape, c'est de leur demander qu'est-ce qui est associé à ce passeport comme droit. Est-ce que c'est juste pour rentrer, sortir du continent africain, auquel cas c'est un visa? C'est un visa, comment on appelle ça, sans limitation. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce passeport se résume à ça? Est-ce qu'on peut avoir ce passeport sans poser d'abord la question de l'état actuel des législations en matière de droits civiques des Africains sur tout le continent, notamment des pays qui vont adopter ce passeport? Donc toutes ces incohérences-là, à mon avis, à notre avis, vont galvauder le panafricanisme. Et le panafricanisme est rigoureux. Le panafricanisme, c'est d'abord la souveraineté de ces États, c'est-à-dire que ces États soient souverains sur leurs ressources, que ces États soient souverains sur leur destin, et ainsi de suite. Voilà, je ne vais pas trop monopoliser la parole, je pose d'abord ce constat pour dire que pour nous, il y a vraiment un problème de contradiction, d'incompatibilité, mais il ne faut pas se désespérer parce que c'est un vrai combat, il faut le mener. C'est un vrai combat, il faut que nous puissions, à travers nos sections, nous, à la Ligue panafricaine, nous voulons qu'à travers nos sections sur le continent africain, que les panafricanistes portent ce débat sur le continent, posent toutes les caractéristiques autour de cette question du passeport, mais au-delà des questions réelles de souveraineté dans nos pays. Voilà. Je pense que sur le moment... C'est excellent. Diogène vient de soulever les grandes questions de ce passeport et du panafricanisme en Afrique continentale. Je voudrais qu'on puisse continuer à soulever ces grandes questions également dans le monde de la diaspora et des afrodescendants. Et avant que j'arrive vers Rebecca, je voudrais que, Hamzat, tu puisses donner la définition du panafricanisme. Parce qu'il y a plusieurs générations ici, pour que nous sachions tous de quelle base historique et idéologique nous sommes en train de parler ce soir quand nous parlons du passeport panafricain. Merci, bonsoir à tous. Le 25 mai 2013, j'étais à Addis Abeba pour les 50 ans de l'Union africaine. Et j'ai eu l'occasion de faire une intervention dans l'ancien hall, l'ancien bâtiment où avait été créée l'organisation de l'unité africaine en 1963. Et dans cette intervention, j'avais émis une série de propositions et de recommandations. Et l'une de ces recommandations était en fait de créer une sorte de bureau des ressources humaines de la diaspora au niveau de l'Union africaine. En tout cas, un bureau qui se chargerait de faciliter les démarches pour toutes les personnes de la diaspora qui ont des projets concrets vis-à-vis du continent africain, qui souhaitent s'y réinstaller. Et j'avais en tête une communauté à laquelle je pensais confier justement la gestion de ce bureau. Malheureusement, la proposition, la recommandation, bon, de toute façon, n'a pas été enregistrée. Néanmoins, lorsque 3 ans plus tard, j'entends parler du passeport panafricain, je me rends compte qu'il y a un contresens sur pas mal d'éléments. Le panafricanisme est né dans la diaspora. Ce sont les Africains déportés dans les Amériques, principalement, et les enfants de ces Africains déportés dans les Amériques qui ont mené des luttes pour se libérer. Et le panafricanisme est né de ces luttes-là. Il est né des luttes politiques, des luttes juridiques, donc obtenir des droits, et des luttes également armées, donc obtenir sa libération. Il est né dans le sillage des mouvements abolitionnistes, se libérer de l'esclavage, se libérer de la dépendance, acquérir son autonomie, son émancipation. L'acte fondateur de cette idéologie, qui va devenir ensuite un mouvement historique, c'est l'indépendance de Haïti, le 1er janvier 1804. C'est une indépendance qui est liée à la mise en place d'une dette par la France vis-à-vis de l'État haïtien, qui avait arraché son indépendance par les armes,
et qui marque en fait le début d'un nouveau système international. Un système international dans lequel, pour la première fois, une nation africaine qui n'est pas basée sur le continent africain va avoir un rôle à jouer du point de vue de la géopolitique au niveau de la Caraïbe. Donc le panafricanisme, c'est l'histoire d'un mouvement politique, culturel, social, économique et géopolitique, qui tout au long du XXe siècle va accompagner en fait les luttes pour les indépendances sur le continent africain et contre le racisme pour l'acquisition de droits au niveau des diasporas, où qu'elles soient situées dans le monde entier. Donc à partir de 1900, il y aura une série de congrès panafricains qui vont réunir donc des intellectuels, des artistes, des militants, des étudiants, des travailleurs, principalement de la diaspora. En parallèle, il y aura d'autres mouvements, un mouvement plus populaire qui sera porté par une figure qui s'appelle Marcus Garvey, ce qui amène en fait à dissocier deux types de panafricanisme. Un panafricanisme avec un grand P qui correspond à l'histoire de tout ce qui s'est institutionnalisé. Donc ce sont les congrès, c'est l'OUA, c'est l'Union africaine. Et un panafricanisme avec un petit P qui renvoie en fait à toutes les initiatives, à toutes les dynamiques, à tous les mouvements, à tous les groupes auxquels nous participons et dont nous sommes les héritiers. Ce que nous faisons aujourd'hui ici, c'est en soi une réunion panafricaine. Donc cette idéologie a toujours prôné en fait l'unité du continent africain, mais l'unité à partir de trois éléments. Le premier, c'est la réconciliation entre l'Afrique et sa diaspora, une diaspora qui est née de l'arrachement à la terre-mère. Donc ce sont des personnes qui ont perdu leur identité ou auxquelles on a voulu enlever leur identité d'Africain et qu'on a essentialisé sous le terme de noir et qui ont décidé à un moment de retrouver cette identité-là à travers notamment des logiques de retour en Afrique qui datent depuis donc déjà le XVIIe, XVIIIe siècle. La réconciliation. Le deuxième élément, c'est la réparation. Donc comment réparer ce qui a été brisé, mentalement, psychologiquement, donc c'est la question de la désaliénation. Et le troisième élément, c'est la restauration. Comment remettre en état de marche ce continent africain, qui est la terre la plus riche du monde et qui est pourtant l'espace considéré comme le plus pauvre et le plus misérable dans l'actualité. Comment expliquer ce mécanisme de dépossession et de déprédation des Africains vis-à-vis de leurs ressources, vis-à-vis de leur autonomie, et donc comment engager des politiques qui vont dans le sens de la souveraineté, aussi bien sur le continent africain qu'à l'extérieur du continent africain, avec la spécificité extrêmement géniale que le panafricanisme est peut-être le seul terme en isme qui ne s'accompagne pas d'une politique de domination sur d'autres communautés, d'autres cultures ou d'autres groupes ethniques. Il n'y a jamais eu de volonté de soumettre qui que ce soit à la volonté des Africains où qu'ils soient, et tout simplement de se réapproprier un destin qui à un moment a été brisé par des trajectoires historiques. Alors sur cet élément, je dirais juste un point très révélateur. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup plus d'argent qui sort du continent africain que d'argent qui n'entre dans le continent africain. Donc on le sait, il y a des études qui l'ont montré, l'Afrique finance davantage le monde que le monde ne finance l'Afrique. Et d'autre part, dans l'argent qui rentre sur le continent africain, c'est précisément l'argent de la diaspora africaine qui est supérieur à l'argent de tous les fameux bailleurs de fonds de toute l'aide internationale. Donc ces deux éléments relèvent en fait d'un paradoxe qu'il est important, je pense, d'étudier à travers notamment cette question de citoyenneté qui a été évoquée par Diogène. Donc ce passeport panafricain, déjà par qui sera-t-il reconnu ? Est-ce que l'Union européenne, la France, les États-Unis, la Chine, l'Inde reconnaîtront un tel passeport ou est-ce qu'il est uniquement réservé à des diplomates? D'autre part, à partir du moment où on met en place un passeport panafricain, il faut penser concrètement la fusion des ambassades et des services diplomatiques africains. Et j'ai toujours tendance à penser que les ambassades africaines en Italie, en Suisse, en Grèce, un peu partout dans le sud de l'Europe, auraient dû depuis très longtemps se mutualiser en un service unique pour aider justement les migrants et les réfugiés. Ce serait un signe très fort et c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc la notion de passeport panafricain, il faut l'accompagner d'une vision politique qui actuellement n'est incarnée par, à ma connaissance, aucun dirigeant de ceux qui siègent au niveau de l'Union africaine. Donc c'est à nous, au niveau de la diaspora aussi, qui est considérée comme la 6e région de l'Union africaine, eh bien d'apporter des éléments de réponse en s'organisant,
en établissant des liens avec le continent africain. C'est ce que nous faisons avec des sections territoriales que nous essayons de créer sur le continent, et également de donner en fait une ligne politique et idéologique qui soit suffisamment claire et qui tienne compte des circonstances et de la conjoncture dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voilà en tout cas en quelques mots la manière dont je pouvais introduire cette problématique du panafricanisme en lien avec celle donc du passeport qui renvoie à la liberté de circulation. Il est très important que les Africains puissent circuler. Il y a effectivement la problématique de la double nationalité, certains ont des nationalités européennes qui leur permettent de se déplacer plus facilement, y compris dans cet espace Schengen. Qu'en est-il de la liberté de circulation à l'intérieur du continent africain tant que nous avons des frontières? Il aurait été préférable de mettre en avant d'abord le projet d'une citoyenneté africaine, panafricaine, mais le projet d'une citoyenneté panafricaine va avec une réflexion sur les questions démographiques, sur les questions d'identité ethnique, et donc nécessairement avec les questions de fichier électoral. Donc vous voyez bien que derrière cela, il y a bien évidemment des questions politiques extrêmement importantes sur lesquelles il est important d'être vigilant. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette